Et bonjour à toutes et tous. Regardez-moi ce timing imparable, comme si je l'avais fait exprès. Je ne l'ai pas fait exprès. Je laisse un peu la musique en fond, mais j'arrive quand même quand au moins troisième boucle de cette musique s'arrête, sachant que c'est la musique du calendrier de l'Avent Halloween qui est disponible sur le flux de la Gazette du Maine. Si c'est trop fort, vous me le dites, hein. Normalement, c'est bien réglé. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler actu de Stephen King. Alors j'ai préparé, vu que c'est le premier, je m'étais dit on part de quoi? Est-ce qu'on part de la rentrée? En vrai, on est déjà le 11 décembre. Si je pars de septembre, on va partir de beaucoup trop loin. Je vais parler toute seule pendant 3 heures et c'est clairement pas le but. Ce que j'ai fait, j'ai repris ce que j'ai à peu près dit dans les 2-3 dernières gazettes. Et 3 dernières, et quand je compte 3, je compte celle qui sort demain. Donc du coup, il y aura aujourd'hui les infos que je donnerai demain dans la Gazette du Maine, plus quelques-unes que j'ai données dans les 2 précédentes. Donc on est sur à peu près 2 mois d'actu. Actu, publication de livres, traduction, nouvelles, actu, adaptation. Et on parlera évidemment de l'adaptation de La Tour Sombre qui devrait arriver un jour. On sait pas quand, on sait qui, on sait Mike Flanagan, on sait pas où, parce qu'on sait pas trop Amazon. On en reparlera en temps et en heure. Et après, on part sur Alan Wake, qui est un jeu, alors j'en avais déjà parlé un petit peu sur le site, qui est un jeu très inspiré de l'univers de King, qui fait beaucoup de références, qui commence littéralement par une citation de Stephen King, et qui a été beaucoup raccroché à King, parce qu'il n'y a quand même pas d'adaptation en jeu vidéo de Stephen King, si ce n'est un petit RPG fanmade de La Tour Sombre, qu'on fera évidemment à un moment donné. Voilà, donc on parle là-dessus. J'ai failli changer les plans sur le jeu vidéo. J'ai failli nous emmener sur Chouchou Charles ou Charles Chouchou, un truc comme ça, qui pour les personnes qui ont lu La Tour Sombre, a un gros mood de La Tour Sombre, Charlie the Chouchou. Quand même, on va pas se mentir. Donc on le fera à un moment donné. Je pense qu'on va même le faire dès cette semaine, avant les vacances, pour se faire plaisir. En plus, j'ai vu que beaucoup de monde le streamait, donc tant qu'à faire, autant le streamer en même temps. Voilà, petites infos supplémentaires sur ce format. C'est un point mensuel. Je pars sur un format 1 mois. Là, je suis partie sur le dimanche après-midi parce que moi, ça m'arrangeait comme ça. En semaine, ça sera pas possible parce qu'en semaine, je travaille. Si, ça sera peut-être des fois le samedi ou le samedi matin, le samedi soir, le dimanche matin. Ça dépendra des possibilités. En vrai, ça dépendra aussi vous. Coucou Zéphiriel, merci d'être là. Ça dépendra aussi vous, en fait, vos retours sur les créneaux que vous préférez, qui sont les plus simples pour vous. Ce format ne remplace pas la Gazette du Maine. La Gazette du Maine, c'est toujours un podcast qui sort quand j'y arrive ou quand il y a assez d'actu, toutes les 2 semaines, le lundi, sur vos applis de podcast et qui résume l'actualité de King. L'idée ici de ce format, c'est de faire autre chose que du podcast sur YouTube. Donc il n'y aura plus de Gazette du Maine sur YouTube. Pour les personnes qui veulent continuer à juste écouter la Gazette du Maine sur YouTube, elle est, quoi qu'il arrive, toujours présente sur la chaîne du label Podcut. Coucou Slamy, bien et toi, merci. Donc la Gazette du Maine, version YouTube sur la chaîne de Podcut, et maintenant les actualités de King sur la chaîne Stephen King France, elles ne seront que sous format vidéo, avec le replay de cette vidéo-là, et plus sous format un audio juste qu'on écoute. Donc ça peut-être qu'en plus ça permettra à vous, des personnes qui regardaient le replay sur YouTube, de venir discuter avec moi et les autres personnes sur Twitch de l'actualité de King et de tout ce qui va se passer en 2023. Je pense qu'il va y avoir pas mal de choses. On attend quand même encore beaucoup de films et quelques séries. Et sinon, voilà, j'ai tout dit. Donc en vrai, je pense qu'on peut démarrer. Merci aux personnes qui sont là. C'est cool. C'est assez cool. J'espère que on aura assez de choses à dire. Moi, j'ai toujours des choses à dire, hein. C'est un peu aussi le danger de ce format-là, en réalité. Même si je suis toute seule, normalement, ça fonctionne. Magnifique. Mais j'ai toujours des choses à dire. Donc je peux m'enflammer toute seule pendant une demi-heure. Ça peut durer 1 heure, ça peut durer 1 heure et demie. On est prêts, quoi. J'espère que vous êtes prêts. Donc je vais garder un peu le même format que pour les gazettes. C'est-à-dire un truc un peu hiérarchisé. Chez moi, la hiérarchie étant dans la Gazette du Maine, je parle en premier de l'actualité de King, et par là j'entends tout ce qu'il écrit lui-même, tout ce qu'il publie, les choses qu'il peut dire sur son Twitter quand il y a besoin d'en faire une actualité, si c'est une grosse sortie, un gros truc. Typiquement quand il a dit
qu'il allait quitter Twitter si Elon Musk qui faisait le badge certifié payant, et ben je vais en parler dans son actualité à lui. Après, il y a une partie adaptation. Et même quand je parle des adaptations, je hiérarchise, c'est-à-dire que je parle des films en premier et je parle des séries en deuxième. Et vu que là, je vais respecter l'ordre chronologique de sortie des infos, ça veut dire que, vu que La Tour Sombre, c'est en série, c'est une adaptation et ça l'info à 2 jours, c'est le truc dont je vais parler à la fin, mais j'espère que... potentiellement, on parle de La Tour Sombre tout le temps, hein, mais c'est quand même... pour moi, c'est la grosse news de ces derniers temps, tellement elle est là à la une du site. Elle est là. Elle est là, et je pense qu'un jour, je ferai un immense bandeau. Alors d'ailleurs, en parlant de La Tour Sombre, dans le podcast, dans la Gazette du Maine qui sort demain, petit exclu, j'annonce que le 19 décembre, il va y avoir une bonne annonce pour un nouveau format de podcast que je fais avec 2 amis, qui rejoignent donc un petit peu l'équipe Stephen King France, ou en tout cas la partie Gazette du Maine, pour un format dédié à La Tour Sombre, qu'on vous tease le 19 décembre, dont le premier épisode va sortir le 19 janvier. J'espère qu'on a des nerds de La Tour Sombre dans l'auditoire, parce que clairement, nous, on va se faire plaisir en termes de nerdisme. Garde le meilleur pour la fin, j'avoue. Bah oui, je sais. Mais c'est impossible, en fait. Comment tu veux ne pas parler de La Tour Sombre tout le temps, toujours, et trouver de La Tour Sombre partout? Tu vois, je me suis même dit, la couleur de mon site, c'est rouge. C'est rouge comme la rose de La Tour Sombre, et c'est même pas fait exprès. Je pense qu'en fait, on retrouve des liens partout. Mais bon, bref. Donc, on avait dit qu'on commençait par les actus. Moi, j'ai mon petit conducteur sur le côté. Ça me permet d'être sûr de ne rien oublier. La première info qu'on a eue en termes de parution, Albin Michel, depuis quelques temps, je pense que ça fait quelques années maintenant, parce qu'ils ont commencé par Le Corps. Le Corps, ça a bien 2 ans. Ils publient dans leur collection Wiz. Bonjour Dani. Que tes journées soient longues et tes nuits plaisantes. Merci à toi aussi. Merci de ton suivi. Bienvenue ici. Tu arrives pile quand on parle de la Tour Sombre, et je vois que tu as forcément la ref puisqu'il y a un 19 dans ton pseudo. Et je pense que tu aimes aussi Shining, parce que Danito, à mon avis, c'est pas anodin. Bref, Albin Michel. Collection Wiz, c'est une collection plutôt jeunesse, qui est quand même orientée plutôt ado. Et du coup, dedans, ce qu'ils s'amusent à faire, c'est une très belle collection, hein, on va pas se mentir, moi j'aime beaucoup les couvertures. Ce qu'ils s'amusent à faire, c'est reprendre des nouvelles de King qui ont déjà été publiées, soit toutes seules parce que c'est des grosses nouvelles, soit dans des recueils, et les republier sous cette collection-là. Alors c'est chouette parce que ça permet de mettre en avant des histoires un peu moins connues. Alors je mets des gros guillemets parce que là, typiquement... Jusqu'à aujourd'hui, N était peut-être un peu plus confidentiel, le Molosse surgit du soleil un peu plus confidentiel aussi, le reste est connu, parce que là, tout ça, là, ça a eu des adaptations. La petite fille qui met Tom Gordon, c'est quand même un roman court, mais un roman quand même. Bonjour Obi-Wan, bien le bonjour, merci, bienvenue, merci pour ton follow. Le Corps, c'est la nouvelle qu'a fait Stand By Me, Brume, c'est le nouvelle qu'a fait The Mist. C'est normal de pas trop se mouiller au début. Et donc là, on a le 1er mars 2023, la nouvelle Nécro qui sort, qui est une nouvelle beaucoup plus confidentielle. Donc Albin Michel commence un peu à prendre des risques, entre guillemets, mais je pense qu'ils ont réussi un peu à fidéliser les gens là-dessus. On n'a pas encore la couverture. On a la date de sortie. La couverture, il faut... Ce qui est assez cool, alors je vais vous montrer les 3 premières, par exemple. Le Corps. Moi, les couvertures, je suis assez fan. Brume. Et ils ont fait un peu toutes les couleurs. Franchement, vous avez ça dans votre bibliothèque. C'est quand même assez cool. C'est assez agréable. Moi, je suis assez fan. Donc, ils sortent ça le 1er mars 2023. C'est pas la seule sortie d'Albin Michel en mars 2023. Ah oui, je m'étais dit, je vous expliquerai. Autant vous expliquer à vous, parce que c'est vrai que c'est pas un truc dont je parle. Sur le site, je mets des liens Fnac et Amazon, parce que j'ai un système qui s'appelle les liens affiliés. C'est-à-dire que quand là, vous cliquez sur ce lien Amazon... Si vous achetez le livre que j'ai mis en lien, ça me verse un pourcentage. Et même si là, j'ai cliqué sur la Fnac, ça m'a ouvert ce lien-là. Si je vais acheter un autre produit, mais avec le lien qui était là, ça me reverse aussi un pourcentage. Honnêtement, c'est peanuts, c'est pas grand-chose. Ça me permet de payer l'hébergement du site et de payer quelques petits trucs à côté, quelques petits frais de l'association. Mais on me dit, j'avais essayé de faire des systèmes
avec des librairies indépendantes, et forcément c'est un peu moins rodé parce que c'est une moins grosse machine, c'était un peu moins évident. Vous le savez, c'est Amazon et la Fnac, vous pouvez acheter ailleurs, ça ne vous empêche pas, mais d'acheter par ces liens, ça me soutient. Après, il y a d'autres façons de me soutenir, hein. Il y a aussi juste de regarder, c'est très bien. Moi, je m'en sors très bien sans ça. Autre parution, et pas des moindres, chez Albin Michel au mois de mars. Le 29 mars, on a Fairy Tail, qui est... on a Conte de fées, qui du coup est la traduction de Fairy Tail. Alors là, j'ai mis... Ah, c'est marrant, j'ai pas mis le bon lien. En vrai, je pense que j'ai une news qui annonce... Hop, je descends parce que là, j'ai mis l'article de mon avis. J'ai mis uniquement l'article de mon avis. Alors, je pense que c'est dans l'agenda, c'est pour ça. Je vais pas trop descendre parce que... Alors, mon avis ne spoile pas. Coucou CS, Sephiroth. Du coup, je sais pas comment tu veux... Cypher, je sais pas comment tu veux que je t'appelle. Mais coucou, merci, bienvenue. Je vois qu'en plus, c'est la première fois que tu parles dans le chat. Intriguée par Fairy Tail. Alors ouais, moi je l'ai lu en anglais quand il est sorti. Donc il sort le 29 mars en français, sous le nom Conte de fées. Alors déjà, j'ai un petit sujet avec le nom parce qu'ils ont mis un S à fée, alors que c'est Fairy Tail en fait, c'est pas Fairy's Tale, c'est pas Fairy Tales. Normalement, il n'y a pas censé y avoir de S. C'est moi mon... Je pinaille souvent, mais en vrai, je pense que toutes les personnes qui lisent un petit peu King en anglais ont un vrai trauma avec les versions françaises, mais bon, elles ont le mérite d'exister, hein, voilà. Fairy Tail, intriguée par quoi exactement? Parce que moi, je veux bien en parler, alors je ne spoilerai pas. Dans mon avis sur le site, je ne spoile pas. J'ai pas fait comme pour Billy Summers, j'ai pas mis des trigger warnings parce qu'il n'y a pas de trigger warning, ou en tout cas pas des trucs aussi hardcore que pour Billy Summers. Et ce que j'ai fait à la fin, alors je vais scroller tout doucement. Voilà, les connexions de contes de fées avec le reste de l'univers. J'ai fait comme d'hab, j'ai rempli mon dossier multivers, les connexions de King, parce qu'il est très connecté. Parce que Conte de fées, c'est l'histoire d'un adolescent qui rencontre un vieil homme qui a un chien, et le chien a son importance, comme beaucoup de chiens dans l'univers de King, et qui, par ce vieil homme-là, découvre un passage vers un autre monde. Donc forcément, chez King, qui dit passage vers un autre monde, dit connexion entre les mondes, dit un petit peu de la tour sombre. Ça, on était sûr qu'on parlerait de la tour sombre avant de vraiment parler de la tour sombre. Et dit, forcément, je m'amuse à caser des références plus ou moins évidentes à gauche, à droite. Je l'ai lu, j'ai adoré. C'est assez proche de ce qu'il a pu faire avec Peter Straub pour Talisman et Territoire. Pas tellement dans le rythme, parce que Peter Straub avait apporté beaucoup de rythme à Talisman et Territoire, mais vraiment dans l'univers, en fait, c'est beau, hein, c'est vraiment... il a fait un conte de fées, littéralement, c'est un conte de fées à la sauce King, donc avec des créatures à la sauce King. C'est très très cool, j'ai vraiment beaucoup aimé lire ce livre, je l'ai lu beaucoup plus vite que ce que je pensais. En plus, je l'ai lu en arrêt de travail, et je pensais pas réussir à me concentrer dessus, et il se lisait très bien en anglais, il est vraiment chouette. Juste envie de savoir où Monsieur King veut nous emmener. Bah écoute... si tu lis en français et que tu lis en grand format, ou en tout cas il sera disponible en e-book, tu pourras le savoir à partir du 29 mars. Sachant que, il me semble, et ça, comment on va le savoir, que la version audio, maintenant, ils les sortent... Non, alors elle n'a pas encore été annoncée, à voir. En vrai, je demanderai à Audible. Les versions audio, maintenant, ils ont tendance... Pour Billy Summers, c'était ça. Ils ont sorti la version audio française de Billy Summers quasiment en même temps que la version écrite. Donc c'est assez cool. En vrai, les livres audio en français de King sont vraiment très très bons. Je vous les conseille. Autre parution. Et j'ai fait une transition sans le savoir. C'est marqué Salem en livre audio chez Audible en janvier 2023. Alors, c'est pas une nouvelle sortie. Audible, ils ont du retard hein, dans le catalogue des livres audio en français. C'est normal parce que les livres audio sont arrivés bien après les livres papier, surtout en France où ça a mis un peu de temps à s'installer. Et je suis même pas sûre que ce soit vraiment bien installé, même si moi je vois de plus en plus de monde qui lit du King en écoutant du King. Surtout que vraiment les comédiens et comédiennes sont vraiment excellents et excellentes. Donc le 25 janvier, Salem.
Pourquoi Salem? Ben, pourquoi pas? En fait, il faut continuer à remplir le catalogue. Je me disais que c'était potentiellement dû au fait qu'il y a un nouveau film, Salem, qui était prévu en septembre, on en reparlera tout à l'heure, mais qui est censé sortir à un moment donné de 2023, sans doute au premier semestre, peut-être au premier trimestre, ça paraît un petit peu optimiste, mais ils se sont peut-être dit, ah ben, il va y avoir de l'actu autour de Salem, on n'a pas Salem dans le catalogue, venez, on fait Salem. Ce qui est assez logique, hein. En vrai, jouer avec le podcast Le Roi Steven, on se dit, ah oui, tiens, il y a tel film qui va sortir, ça serait bien qu'on ait fait le livre d'ici là, quoi. Et en parlant de livres, comme chaque année, 2 sorties de King, parce qu'en plus, King, il publie 2 ou 3 romans par an, hein, donc que ce soit tout seul, coécrit, des petites nouvelles, des gros romans, peu importe, il y a au moins 2 ou 3 parutions par an. Donc évidemment, chaque année, il est nommé aux Goodreads Choice Awards. Là, on avait Fairy Tail, donc Conte de Fées, et Gwendy's Final Task, qui est le 3e tome des aventures de Gwendy, qu'il coécrit avec Richard Kismar, qui n'est pas encore annoncé en français. L'adaptation de Fairy Tail en film par Paul Greengrass a été annoncée. Oui, écoute, je me demande qu'est-ce qui ne va pas être passé à la moulinette des adaptations dans les prochaines sorties de King, parce que petit à petit, tout sort, quoi. Je suis passée exclusivement en e-book par clairement un manque de place. Oui, ouais, je suis assez team e-book aussi. Manque de place et flemme. En fait, je pense que même si j'avais la place, j'ai pas envie de l'occuper avec des bouquins que je relirais pas. Après, honnêtement, j'ai deux bibliothèques et il y en a une et demie qui est prise par les Kings, mais parce qu'on me les envoie et que j'ai pas envie de m'en séparer. Donc je disais, ces 2 livres-là ont été nommés aux Goodreads Choice Awards et j'ai regardé ce matin parce que les prix ont été... Ah si, c'est bon. Les prix ont été dévoilés, enfin les lauréats ont été dévoilés ce matin et personne n'a gagné. Enfin, aucun des 2 de King n'a gagné. On en avait un normalement qui était dans la catégorie horreur et l'autre qui était dans la catégorie fantasy. Et en fait, vous voyez, il n'y a pas de King. Ça, c'est celui qui a gagné en horreur, c'est ça. Et en fantasy, je sais plus exactement. Bref. Honnêtement, il n'a pas besoin de ça. Ça aurait été cool pour le 3e tome des aventures de Gwendy, parce que ce que fait Richard Kismar est assez sympa, et ça aurait mis en avant, mais je pense que ne serait-ce que faire un livre avec King, ça met assez en avant son nom, quoi. Surtout qu'en plus, il a une maison d'édition à lui, c'est édité que chez lui, donc il s'en sort. Toujours du côté des livres de King, jusqu'à demain, 12 décembre, parce qu'on est le 11, il y a une vente aux enchères de livres rares de King, alors rares et ou dédicacés. Il y en a des récents dédicacés. C'est un vote 100% lecteur? Ouais, c'est un vote 100% lecteur. Moi-même, je suis allée voter, il y a eu plusieurs tours de vote. Ils sont arrivés jusqu'aux phases finales. Et c'est les utilisateurs et utilisatrices de l'application, en fait. Enfin, l'application ou le site, toutes les personnes qui sont inscrites sur Goodreads peuvent aller voter pour tous les bouquins qui sont sélectionnés. En plus, vu que c'est des bouquins en VO et que c'est forcément les sorties de l'année, la plupart, ils n'ont pas encore été traduits en français. Donc c'est un peu compliqué pour nous d'aller voter de façon objective parce que les autres, on ne les connaît pas. Et ils mettront sans doute plus de temps que ceux de King à être traduits. Parce que en fait, plus t'es connu, plus t'as d'attente et plus on se dépêche de traduire. Ce qui fait aussi qu'on a des mauvaises traductions. Parce que quand on se dépêche, on met moins de moyens, on met moins de temps, on veut vite être rentable et c'est un autre sujet. Donc oui, c'est toutes les personnes inscrites avec un compte, on pouvait aller voter. Moi, je suis allée voter. Et oui, en fait, pour regarder un peu les autres livres qu'il y avait dans ces catégories-là, j'en connaissais aucun. Donc c'est un vote vraiment de fans pour soutenir. Mais en plus, j'ai même pas pu me dire, il a pas besoin de gagner, je vais aller voter pour un autre truc que j'ai bien aimé. Mais parce que moi, tout ce que j'ai lu cette année, c'est des trucs qui sont sortis il y a trop longtemps, de toute façon. Donc voilà, là, on est sur... Vente aux enchères, alors que des livres en anglais, rares et ou dédicacés, c'est ça que je disais, parce qu'il y en a des récents qui sont dédicacés, des vieux qui sont dédicacés mais qui sont pas rares, des vieux pas dédicacés qui sont rares. On peut aller voir vite fait sur leur site, j'avais vu quand j'ai fait la news le 5, ouais, il y a une semaine, il y en avait qui étaient partis en achat immédiat. Alors attendez, parce que du coup c'est où? Ça se termine demain. Pourquoi j'ai pas mis le lien ici? Ben oui, j'ai forcément mis le lien direct. Voilà, il y en a qui sont... Voilà, on a quand même une enchère, un Fairy Tail signé à 1725 $.
Moi, j'ai 2 livres signés de King, je peux vous dire que je les garde précieusement parce que je me dis: «OK, ça peut partir à ce prix-là» et là, voilà, un à 1 150. Il y en a qui sont partis parce qu'ils partent en si on met vraiment beaucoup d'argent d'un coup, ils partent direct. Ça, c'est pas un livre, c'était une couverture qui était estimée à 1 $. Donc il y a une personne qui a mis 75 $, donc c'est 75 fois le prix qui était estimé de départ, donc c'est parti direct. Et j'avais vu des sold out, des soldes genre à 2 ou 3 000 $, voilà, 2 000 $. Quand même, quoi. Il faut. C'est bien parce que du coup, c'est ça que j'ai pas dit et c'est pour ça que l'info est intéressante. C'est au profit d'une fondation américaine qui vient en aide aux libraires indépendants et indépendantes. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est très, très King de faire des choses. Dès que ça a une valeur monétaire, en fait, ça partira toujours pour une fondation. Alors, soit la sienne qu'il a avec Tabitha, sa femme, soit d'autres fondations qui, à mon avis, lui demandent. Je sais pas exactement comment ça se passe en fait, si c'est lui qui se greffe ou si c'est les personnes qui travaillent avec lui qui lui proposent, parce qu'il doit être sollicité de toutes parts, quoi. Donc, bref, c'est cool. Ça se termine demain. Alors, heure française, je sais pas trop, mais du coup, ça se termine demain. Voilà, on a vu, il reste encore quelques bouquins. Si vous êtes intéressé pour collectionner, c'est maintenant. C'est maintenant. Alors, j'en parlais en intro. Twitter, on va pas s'étaler là-dessus. C'était juste important de revenir dessus parce que, d'ailleurs, je vois qu'il manque une photo à cette news. C'est pas très grave. Alors, King, il est très actif sur Twitter. C'est pas une source d'infos pour moi, on m'a dit, mais du coup, s'il quitte Twitter, comment tu feras pour tes infos? Alors, spoiler alerte, King ne fait quasiment aucune promo sur Twitter, et certainement pas les trucs en avant-première où du coup on découvre, là, typiquement l'adaptation de La Tour Sombre, c'est Deadline qui l'a sorti, c'est pas King, il a même pas tweeté dessus. Quand il sort un nouveau livre, c'est pas lui. Au pire, il dit qu'il est en train de travailler sur un... Il l'avait fait, alors je sais plus du coup pour quelle histoire c'était, il avait dit qu'il était en train de travailler sur une histoire où il y avait un vieil iPhone, donc il avait commandé un vieil iPhone sur eBay, et que du coup il s'amusait et il se demandait comment on pouvait réussir à téléphoner avec ces vieux machins-là. Et donc là on avait compris qu'il prévoyait une nouvelle histoire. Mais de toute façon il prévoit toujours une nouvelle histoire. Donc si King n'est plus sur Twitter, concrètement ça change rien. Ce qui va nous manquer c'est les conseils de lecture qu'il peut demander de temps en temps. Et de toute façon, la moitié du temps, il est gratte-papier, et l'autre moitié du temps, il donne des recos de lecture, des recos de séries, des recos de films. Donc c'est pas vraiment un compte Twitter d'information. Cependant, la chose qui s'est passée, en fait, c'est que tout au début où Elon Musk a récupéré Twitter, la première chose qu'il a dite, c'est que le petit badge bleu certifié qu'on voit, il a annoncé qu'il deviendrait payant. Et en fait, le truc, c'est qu'il n'a pas dit qu'il deviendrait payant pour les personnes qui étaient... En fait, que le système de certification allait changer et qu'il suffirait de payer pour avoir le petit badge bleu. Le souci de ce petit badge bleu-là, c'est que c'est un moyen de vérifier l'information. La grande lutte sur les réseaux sociaux actuellement, c'est la désinformation. En fait, de voir une information qui provient d'un compte qui a ce petit badge-là, on est sûr que ça provient soit du compte officiel de la personne, de la marque, de l'entreprise, ou soit d'une personne qui est reconnue objectivement et factuellement pour sa pertinence sur un sujet. Typiquement, il y a des médias sur des sujets très pointus qui ont ce badge-là, et on sait que quand ils vont publier une info, elle est vérifiée, elle est checkée, elle est documentée. Et si demain on a des gens, genre moi, ne serait-ce que moi, demain je fais un compte qui s'appelle Trump et que je dis que Stephen King est mon meilleur ami et que je paye pour... c'est ce qui s'est passé en fait, on va pas refaire l'histoire, c'est ce qui s'est passé. Si je paye pour dire n'importe quoi, il y a des personnes, il y a des comptes, il y a des entreprises qui vont pas se rendre compte que je suis pas une personne officielle, mais j'ai quand même le badge parce que je l'ai payé. Et en fait, du coup, on va partir dans tout le travers des réseaux sociaux et d'Internet, qui est dommage, qui est le contrôle de l'information et de qui dit quoi et comment c'est repris, et voilà. Et donc, du coup, quand King a dit « Moi, je ne paierai pas 20 $ par mois pour avoir ma petite coche bleue », les gens ont commencé à dire « Ah, mais genre, t'as pas les moyens ». En fait, le sujet, c'est pas qu'il n'ait pas les moyens, le sujet, c'est payer pour avoir une coche bleue, c'est dire oui à la désinformation, c'est dire oui au harcèlement, parce que ça va aussi permettre ça. Et King, il a déjà quitté Twitter et Instagram. J'en parle à un moment donné.
Là, en février 2020, il a quitté Twitter et Instagram parce qu'il y avait déjà des fausses informations en lien avec l'élection de Trump. Il a dit, mais moi je veux pas de ça, je leur donnerai pas de ma notoriété, ils se font de la pub en plus sur mon dos, je quitte quoi. Et donc ces menaces de quitter Twitter, c'est pas tant des menaces en mode je vais le faire changer d'avis, juste en fait il a prévenu, moi ça me saoule. Entre-temps, il y a eu quand même des échanges assez drôles entre King et Musk. On va pas revenir dessus. Pour l'instant, il est toujours sur Twitter. C'est pas une info majeure, mais il est toujours là mais il fait ce qu'il aime bien faire. Il donne son avis, quoi. Enfin, après, honnêtement, on fait un peu tout ça aussi sur Twitter. Twitter est un peu fait pour ça. Ce qu'il aime faire aussi, c'est les caméos. Des caméos, il en a fait plein. Normalement, j'ai un dossier sur le site qui est là-dedans, hein, là, ici. Alors moi, j'ai fait un dossier sur les caméos qu'il fait dans son œuvre. Je vais pas aller trop bas, parce que potentiellement, ça va spoiler les dernières adaptations. Là, je spoil rien, hein, on est sur des adaptations des années 80. Voilà, il aime bien. Je crois qu'on est à plus de 25, un truc comme ça, apparitions dans les films et séries adaptés de son œuvre. Et là, il en a fait une autre, donc un caméo audio, ce qu'il a déjà fait aussi, même dans des films, genre des films de Josh Boone, ce genre de choses. Là, dans une série que moi je ne connais pas, qui s'appelle Duncanville, qui est une série qui est disponible sur Prime, et par la même occasion, j'expliquais qu'il a refusé de faire un caméo dans l'épisode des Simpsons un spécial Halloween Horror Show. Il a refusé de faire un caméo vocal qu'on lui proposait. Voilà, alors on ne sait pas pourquoi. Les producteurs étaient un peu salés. Enfin, vraiment salé gratos en mode un peu vénère parce que en fait il fait ce qu'il veut quoi. S'il veut pas donner de son temps, il donne pas de son temps. S'il veut pas donner de sa notoriété, il donne pas de sa notoriété. Il a même pas besoin d'avoir une raison s'il a pas envie de donner sa voix, sachant que les Simpsons il a déjà donné et que honnêtement les Simpsons n'a pas besoin de ça. Ils ont refait un épisode de 22 minutes complet sur ça et sur qui reprend les films des Muschietti. Ils avaient pas besoin d'avoir en plus un caméo audio de King. Ça serait arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe. Donc on a appris qu'il a refusé, on a appris qu'il a refusé parce que les producteurs sont allés faire ouin ouin. C'est tout. C'est vraiment... c'est une non-info, mais en vrai, j'irai regarder l'épisode de Duncanville où on l'entend, parce que c'est rigolo, c'est toujours un peu grinçant, en général, ça se moque toujours un peu de lui. Lui, il est toujours toujours content de se moquer de lui-même. Et enfin, pour finir avec ses actus à lui, on revient sur Twitter très rapidement. Il y a une autrice américaine qui s'appelle Chelsea Manning qui a fait une dédicace de son premier livre qu'elle vient de faire paraître au mois d'août. Et cette dédicace, elle s'est mal passée pour elle, enfin elle l'a mal vécue parce qu'il y a eu seulement 2 personnes de présentes, alors que sur l'événement, qui est sans doute un événement Facebook, il était indiqué qu'il y aurait 37 personnes. Donc elle a un peu vécu ce que vit tout le monde en début de carrière, et même en vrai, là, moi, le premier Twitch que je fais, pour y avoir 0 personnes, je vois que vous êtes 8. Je vous dis merci, grand merci à tout le monde d'être là, mais en vrai, c'est compliqué, et c'est normal, et c'est tellement normal qu'en fait... Alors, elle a fait un tweet pour se dire qu'elle était gênée, qu'elle était un peu contrariée, et forcément très déçue qu'il n'y ait eu que 2 personnes. Et ce tweet, on ne sait pas comment, par la magie de l'algorithme, il a été vu par un paquet d'auteurs et d'autrices connus. En fait, il suffit qu'un auteur voit, un auteur connu. Après, l'algo, il fait en sorte que ses potes à lui, il voit la réponse et tout le monde se met à commenter. C'est ce qui s'est passé. En fait, tout le monde a commencé à partager des anecdotes de signatures toutes pétées. Donc, on a eu Margaret Atwood, on a eu Linwood Barclay, on a eu Neil Gaiman. Neil Gaiman qui dit quand même qu'avec Terry Pratchett, pour une signature de Good Omens, il n'y a eu personne. On parle quand même de Neil Gaiman, Terry Pratchett pour Good Omens. Zéro personne. Et forcément, King, il s'est prêté au jeu. Il s'est prêté au jeu avec une anecdote où il raconte que sa première dédicace de Salem, il a eu une seule personne. Alors, je cite, c'est pas moi qui commente le physique de la personne en question. Un gros gamin qui a dit « mon pote, tu sais où on peut trouver des livres sur les nazis ?» Voilà. En vrai, ça doit être assez terrible à vivre, mais ce qui est cool, c'est que ça montre que, sur Twitter, on peut avoir des choses positives, ce qui fait pas de mal, et en ce moment, et sur la plateforme Twitter, de montrer qu'on peut avoir des choses cool, comme ça, un peu légères, avec des gens qui se réconfortent entre eux.
Et en plus, honnêtement, c'est assez croustillant. Robin Hobb, meilleure personne. Oui, il paraît que pour les séances de dédicace, elle fait des masterclass. Et que voilà, en fait, tu peux t'appeler Stephen King et ne plus faire de dédicace parce que c'est trop dur à gérer d'avoir autant de monde. Ça veut aussi dire que bah, tu commences comme tout le monde, quoi. C'est soit tu as beaucoup de chance et tout à coup, tu es vite très connu, ce qui s'est un peu passé avec Carrie. Mais là, Salem, Carrie était déjà sorti, il avait quand même personne. Après, aux États-Unis, il faut aussi dire qu'il y a des endroits paumés où tu peux être connu dans une partie des États-Unis et pas du tout dans une autre, et qu'il était sans doute pas encore assez connu à l'époque. Mais ça marque quand même que, en fait, tout le monde passe par là et qu'il faut pas se décourager et que une signature ça veut rien dire et que même si c'est 5 signatures ça veut rien dire, c'est pas grave. C'était cool. C'était une info, ça m'a fait plaisir moi de faire cette info et de me dire je poste un truc un peu plus positif, sachant que je fais pas de la news négative, mais c'est souvent assez neutre en fait, une news d'adaptation, sauf que c'est souvent ça, on va pas se mentir, ça ou des produits dérivés. Et là on se dit ah cool, un truc un peu léger, un peu fun, un peu sympa, qui met un peu de baume au cœur quoi. Alors là on remonte un peu loin. Je vous ai dit, hein, moi j'ai repris le script des 2 dernières gazettes et de celle qui sort demain. Une info du 17 octobre, mais quand même, il y a eu sur Netflix l'adaptation du téléphone de Mr. Harrigan, qui est une nouvelle du recueil Si ça saigne, je dis pas de bêtises. Et en fait, dans le film, il y a des symboles dans les SMS. Alors je cache un petit peu. Je vais pas montrer plus parce que le souci c'est que ça spoil. En fait, le souci c'est que c'est une adaptation de nouvelle et que de dire de vous faire le pitch d'une nouvelle, c'est impossible de du coup pas vous dévoiler l'histoire parce qu'il ne se passe pas un milliard de choses dans une nouvelle de King. Donc le pitch, ce qui serait la 4e de couverture, c'est l'histoire. Donc voilà, si vous l'avez lu ou si vous avez vu l'adaptation, vous comprenez de quoi je parle. Vous comprenez qu'il y a eu des codes sur des SMS qu'on ne comprend pas. King, il n'a pas donné la solution, il a donné son interprétation. Donc vous en faites ce que vous voulez, c'est intéressant. Moi honnêtement le film il m'a un peu passé au-dessus. En fait j'ai trouvé que c'était un bon téléfilm. Et il n'avait pas la prétention de vouloir être plus que ça. Il était cool. Il y a des bons acteurs hein, quand même, on va pas se mentir. Le casting est assez cool. Alors attendez, je vais vous les retrouver. Parce qu'évidemment j'ai une mémoire complètement dysfonctionnelle. Et on pourrait peut-être même presque regarder la bande-annonce. On a Jaden Martell, qui est le jeune Craig qu'on voit ici. Jaden Martell, qui a quand même joué dans les adaptations de ça, de 2017 et 2019, qui avait le rôle principal, puisque c'était un membre du club des ratés. Et on a quand même aussi Monsieur Donald Sutherland, qui joue Monsieur Harrigan. Donc les 2 rôles principaux sont un qui est connu de l'univers de King, sachant que les personnes qui adaptent King aiment bien faire ça, hein, à croire qu'il n'y a que 10 acteurs et 10 actrices, c'est souvent de l'un à l'autre, il y en a beaucoup qu'on retrouve. Et quand même Monsieur Donald Sutherland. Donc le casting est cool, donc à eux deux, ils portent bien le film, c'est juste que c'est un téléfilm Netflix, quoi. Ça passe, et ça prend quelques libertés parce que c'est une nouvelle et il faut réussir à dire des choses, mais ça passe. En termes de film qui passe, mais qui passera peut-être pas, on a quand même une grosse inconnue. L'adaptation est simple mais fidèle. Oui, voilà, c'est ça, en fait. J'ai passé un bon moment, mais je l'ai déjà un peu oublié. C'est joli, c'est un joli téléfilm, quoi. Et c'est pas du tout négatif quand je dis ça. Il faut, comme je disais, hein, c'est pas, ça avait pas plus d'ambition que ça. Du coup, une adaptation qui nous fait nous poser quand même beaucoup de questions, c'est Salem. Normalement, on aurait dû avoir en septembre, en tout cas la sortie était prévue pour septembre 2022, on est quand même au mois de décembre, un nouveau film adapté de Salem de King. Pour refaire l'histoire, en fait le film a été reporté à avril 2023, puis complètement annulé. Sachant qu'en fait, entre-temps, il y a eu des rachats
de sociétés de prod, de plateformes de streaming, machin. Et donc là, je crois que c'est Warner qui détient les droits. C'est ça, c'est Warner qui a les droits sur ce film-là. A priori, il est fini. Là, moi, j'en parlais parce que, en fait, on a eu très peu d'infos dessus. La production s'est faite un peu cachée. Ça arrive et ça veut pas dire que c'est forcément un mauvais film, mais enfin, normalement, on a plus d'infos que ça. Et là, moi, j'en parlais parce qu'on a découvert après que c'était Alexander Ward qui jouait Kurt Barlow. Et donc, en fait, à la CinemaCon de 2022, qui est quand même en juin, je crois, en avril, les premières images de ce film-là ont été montrées en avril 2022, mais parce qu'il devait sortir en septembre 2022, le 9 septembre 2022, c'est ce que je mettais à l'époque. Et en fait, il ne s'est rien passé depuis, on est décembre 2022, on ne sait toujours pas où ça sortira. Le plus probable, c'est quand même en streaming sur HBO Max, parce que c'est la chaîne de streaming de Warner. Et je pense qu'en fait, avec tous les rachats qu'il y a eu, ils sont encore en train de négocier des droits et de quand est-ce qu'on le diffuse, comment on le diffuse. Ce qui est quand même pas archi bon signe pour ce qui est censé être un des classiques de l'horreur, de ce qu'on nous vend comme le maître de l'horreur. Salem, c'est l'histoire de vampire de King. C'est un de ses meilleurs bouquins, hein. Objectivement, Salem, c'est très bien. C'est un de ses tout premiers. Il a déjà été très bien adapté. Il a déjà été très mal adapté, comme beaucoup d'œuvres. Hein. Et là, c'est pas très bon signe que du coup, on se dépêche pas de le sortir, dans le sens, on sait que ça va faire vendre, parce que Salem, le nom fait vendre, Stephen King, le nom fait vendre, et en fait, on se le garde, mais on sait pas trop ce qu'on va en faire. Moi, ça me fait peur dans le sens où, la dernière fois qu'on nous a repoussé sans arrêt un film qui était prêt, parce que le sujet, c'est surtout qu'il est terminé, c'était Cellulaire. Coucou Julien! Et c'est ton premier message ici, t'étais jamais venu. Bravo, je te félicite. En fait, la dernière fois qu'on a eu un film adapté de King qui est terminé avec, en plus, il y avait un gros casting, c'est-à-dire John Cusack et Morgan Freeman. Non, Samuel L. Jackson. C'est terrible ce que je viens de faire, je viens de les confondre. John Cusack et Samuel L. Jackson. C'était Cell, l'adaptation de Cellulaire. En fait, le truc est resté pendant 3 ans sur les étagères des studios. Ils l'ont sorti par dépit parce qu'il fallait le sortir. Là, ça fait déjà au moins 3 mois qu'il est sur les étagères, on ne sait pas ce qu'il va devenir. Donc, Salem, on verra. L'autre info qu'on a eue là-dessus, entre-temps, parce qu'ils en parlent un petit peu, sachant que là, les images de la CinemaCon, personne n'a rien vu, à part les journalistes qui y étaient, et qui sont toujours sous secret professionnel. Alors, je ne sais pas si c'est exactement ça le terme, mais en tout cas, au moins sous embargo. Mais il n'y a pas de date de fin d'embargo, parce qu'il n'y a pas de date de sortie de ce truc-là. Donc, c'est vraiment pas très très bon signe. Après, il y a comme un des producteurs qui en a parlé dans une interview à Comic Book et qui a dit que voilà, que c'était très fidèle au roman de King et que ça allait faire très peur. Après, honnêtement, coucou Hugo, honnêtement, ils disent tout ça, hein. C'est très fidèle, ça va faire très peur. Dès qu'ils prennent une des histoires les plus effrayantes, type Salem ou Cimetière, on va en reparler tout à l'heure, ils disent ça va faire peur, parce qu'en fait, c'est ce que les personnes qui donnent de l'argent pour faire des adaptations de King au cinéma veulent entendre, parce que quand on adapte King au cinéma, on veut vendre la partie horreur de son étiquette. J'ai pensé à toi hier soir, c'est le dernier vidéo club de Combini, c'est Charlotte Lebon qui parle de ciné, elle a parlé de Stand By Me. Oh, j'irai regarder ça, très bien. Voilà, Stand By Me, c'est exactement l'inverse de ce que j'étais en train de dire, c'est-à-dire que c'est un film à succès qui a su ne pas se baser sur la partie horrifique du récit, bon, qui là un peu plus... un peu moins voyante, hein. Clairement, la nouvelle Le Corps, c'est pas une nouvelle d'horreur, mais qui a su prendre le truc par un autre bout. Donc là, oui, évidemment qu'on nous dit que Salem, c'est fidèle, mais fidèle à quoi, en fait? Fidèle à l'intention, fidèle à la description physique des personnages, fidèle à l'histoire, mais à quels éléments de l'histoire? Parce que comment tu fais un... Enfin, pour moi, la fidélité, c'est pas un gage de qualité, parce que tu peux faire une très bonne adaptation sans être fidèle mot pour mot, tant que tu as l'attention, que tu as le respect des personnages tels qu'ils ont été écrits, et ça je parle pas forcément physiquement, et que tu as le respect de ce qui veut être dit dans l'histoire. Après, vu que c'est pas le même matériau, c'est pas la même durée, il y a forcément des libertés. Donc, un, c'est fidèle, et deux, ça fera peur. Pour moi, ça veut pas dire que ça sera forcément une bonne adaptation, sachant qu'entre-temps, on a appris aussi que Salem, il sera rated R,
aux États-Unis pour 100 violences et langage grossier. Et je crois que l'équivalent en France, c'est moins de 16 ans. Enfin, eux, ou alors rated R, ça doit être 16 ou 18 là-bas. Mais ils sont beaucoup plus sévères que nous là-dessus. Bref, ça sera rated R. Autre adaptation, film toujours, parce que je vois les impatients de la Tour Sombre s'impatienter et taper du pied. C'est Cimetière. Dans le tournage, alors j'ai mis à jour depuis, voilà, Edith, le tournage est terminé et désormais en post-production. On nous prévoit un préquel à Cimetière. On a appris là que David Duchovny jouait dedans, ce qui est cool. Moi, je trouve j'aime bien cet acteur. Les gens ont dit il a pris un coup de vieux. Bah oui, en fait, les mecs, on le voit à la télé depuis 40 ans. Il vieillit, comme tout le monde, c'est normal. Moi, je trouve qu'il vieillit plutôt bien, en fait. On l'avait pas vu depuis Californication. Californication, ça fait bien 10 ans que c'est terminé. Donc, à un moment donné, il vieillit comme tout le monde. Bref, c'est pas le sujet. On sait pas ce qu'il jouera. On sait à peine le préquel sur quoi il va se faire. A priori, un peu, on va rester autour de Ludlow, qui est la ville où se passe Cimetière. On va rester avec Judd Crandall, qui est le voisin des Creed dans Cimetière, qui est celui qui a un peu qui montre littéralement le cimetière au père dans Cimetière. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Un peu la jeunesse. Il y a des natifs américains dans le casting, donc ça indique qu'on va peut-être arriver un petit peu aux origines du cimetière, ou en tout cas avec les descendants parce que c'est un cimetière indien, hein, avec les descendants de ce cimetière-là, enfin des personnes qui ont ou découvert ou fait, parce que pareil, hein, le cimetière, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Est-ce qu'on aura du Wendigo ? On ne sait pas. Moi, j'aimerais bien qu'on ait du Wendigo, mais qu'on ait un beau Wendigo. Un très beau Wendigo, un truc très sombre. On sait pas trop quand ça sortira. Là, c'est en post-production, donc a priori, ça devrait arriver en 2023. Et une dernière chose, ça qui est disponible depuis le 27 octobre et qui quand même vaut le coup d'être évoqué, c'est La peau sur les os, qui est un film assez cool, qui date un petit peu, qui date de 96. C'est ça, qui date de 96, qui est sorti là chez Rimini Éditions, qui font des coffrets DVD Blu-ray assez cool d'adaptation de King. Ils avaient déjà fait le bazar de l'épouvante. Et voilà, il y a celui-là qui est sorti le 27 octobre. Ils sont très cool. En plus, j'ai déjà bossé avec eux parce qu'ils me permettent de faire des concours. En fait, eux, ils me l'envoient. Enfin, un truc très cool qu'ils font, ils me contactent pour me donner l'info. Ce qui n'est pas toujours évident, et je comprends, c'est un métier, mais des fois, quand on est très niche, comme moi je le suis, on passe un peu entre les mailles du filet, c'est normal, surtout pour un film. Non, la nana m'envoie les infos, elle m'envoie toutes les photos, elle me propose toujours de m'en envoyer en avance, elle me propose toujours d'en faire gagner dans les concours, et ils font des choses vraiment quali, le boîtier est cool, le livret est bien fourni. La qualité est très très bien, c'est vraiment chouette quoi. Ouh, merci Loiseman pour ton beat. Je crois que c'est le premier sur ma chaîne. Bien joué. Voilà, donc La peau sur les os depuis le 27 octobre. Et comme je vous disais, en vrai, bon là il faudra que je change ça parce que c'est plus précommandé, mais si vous achetez sur Amazon ou sur la Fnac, ça me reverse des petits centimes et ça permet de faire des projets comme celui-ci. Quand je dis celui-ci, c'est cette chaîne Twitch, ou celui dont je vous ai parlé en intro, qui arrive en teasing le 19 décembre et officiellement le 19 janvier. Côté série, 2 infos côté série, et c'est là où on va arriver à la Tour Sombre. On a déjà une série qui est prévue, qui s'appelle Welcome to Derry, qui n'est pas a priori un nom de travail, ça va vraiment être ça, qui est une série préquelle à ça. Bon alors là, ça c'est une photo qui est reprise du film Clown 2014, qui a tourné, que beaucoup de gens ont fait tourner un peu premier degré, parce que c'est vrai qu'il ressemble pas mal à Gripsou. C'est pas ça, c'est un fan art, c'est un concept poster, il faut pas penser que ça. Enfin, c'est le souci avec les concepts posters, il y en a des très beaux, et en même temps, on a toujours l'impression que c'est réel. La Welcome to Derry, c'est vraiment à l'état de pré-production, parce qu'il y a juste les showrunners qui viennent d'être trouvés.
Qu'est-ce qu'on sait de ça? On sait que Andrés et Barbara Muschietti, qui sont le frère et la sœur qui ont fait ça 2017 et 2019, sont rattachés au projet. Il y a un peu tout à inventer, parce que King lui-même, il n'a pas écrit de préquel à ça, et les choses qu'on sait, si vous avez lu ça, les choses qu'on sait, elles tiennent pas en une série en fait. Donc il y a beaucoup de quoi broder. C'est ce qui fait un peu peur à beaucoup de monde sur dans quel sens ils vont broder, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont partir de ce qu'on sait et essayer d'imaginer un peu ce qui se fait autour, ce qui pourrait être cool, parce que après c'est juste des fans qui font de la théorie, hein, et pourquoi pas, et on adhère à ce qu'ils théorisent ou pas, peu importe, c'est pas le sujet, ou est-ce que vraiment ils partent dans tous les sens et ils font n'importe quoi sans respecter ce qu'on sait des origines de Gripsou et de quand et comment il est arrivé sur Terre. Ça c'est un autre sujet. Ou est-ce que, je ne sais pas par quel miracle, et ça j'ai quand même un petit doute étant donné l'actu de King et ce qu'il dit sur ces projets-là, c'est est-ce qu'ils vont travailler avec lui sur des origines de Gripsou? Je pense pas. Je pense que ce qui va se passer, c'est que de toute façon, King, maintenant, il est toujours producteur exécutif de tous ses projets d'adaptation. Donc ça veut dire qu'il a un regard sur le cast, sur les équipes techniques, sur le scénario, grosso modo. Et il va faire comme il le fait toujours, il va dire oui, ok, bah super, faites ça, et puis et vous verrez. Et il y a des trucs, typiquement, hein, dans les tuyaux depuis 2 ans, une adaptation de Christine qui est dans les tuyaux, et en fait, il a validé le scénario, mais quand il a fait un tweet en disant qu'il l'avait prévenu qu'il fallait pas faire n'importe quoi, que le scénario était ok, mais que ça voulait pas dire que ça allait pas se planter. Donc il est très... il se tient assez éloigné, donc même s'il dit ok sur le scénario, ça veut pas dire qu'il approuve complètement l'histoire. Il a des critères, je pense qu'il a pas envie de s'embêter avec ça. Ce qui rassure un peu avec cette adaptation, c'est que HBO soit manette. Ouais, bien sûr, HBO, après, ouais. On verra. Les Muschietti, en vrai, chapitre 1 et 2, c'était pas mal. Alors, le chapitre 2, j'ai moins accroché, mais parce que un casting d'adultes avec la moitié de gens qui sont que des restas, ça m'a pas du tout parlé. Mais le premier c'était vraiment très... Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé le premier quoi. Et donc, ça veut dire que dans les équipes, il y a des gens qui peuvent faire des choses bien et qui... Enfin, pour moi, même si j'ai pas aimé le chapitre 2, il ne trahit pas pour autant King. Enfin, ou du moins ce qu'il a écrit ou l'intention qu'il avait dans ça. Donc, c'est essentiel. On verra ce qu'ils font. On va pas leur jeter la pierre maintenant alors qu'ils ont encore rien fait, quoi. Sinon... La grande nouvelle série, et je vais boire un coup avant de continuer parce que là, soit je parle toute seule pendant 5 minutes, ou soit on en parle tous ensemble pendant une demi-heure, mais il y a eu quand même une grosse annonce il y a 2 jours qui a laissé très peu de monde indifférent. Et là, j'espère que vous voyez où je veux en venir parce que c'est quand même dans le titre de ce stream. La Tour Sombre arrive en série. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire dans le sens où c'est marrant parce que je me sentais un peu ridicule. J'avais fait un article et je me disais ah putain, Émilie, tu fais vraiment des articles putaclic. J'avais fait ça 27 octobre. Je fais un article, Mike Flanagan est-il proche de concrétiser son envie d'adapter La Tour Sombre? Ça fait longtemps qu'on sait qu'il veut le faire, il le répète beaucoup. Et il y a eu quand même un fucking Dark Tower, mais bien sûr. Et en fait, il y a un moment donné, en 10 jours, il y a plein de trucs qui sont regroupés et lui, il a vraiment continué. En fait, il en a reparlé dans une interview. Je vais la lancer. Il y a un moment donné, il parle. Regardez-moi ça. Ce petit sourire là qu'il a quand il parle de La Tour Sombre, là, ce petit sourire là. En fait, dans cette interview là, il remet une couche de c'est mon Graal. Je veux l'adapter, j'en rêve toutes les nuits, je sais exactement comment ça commence. Et en fait, à un moment donné, regardez ce petit sourire là. Et est-ce que ça, c'est pas le sourire d'un mec qui a des trucs en tête et qui peut pas vous les dire? En fait, c'est génial parce que il dit voilà, moi la scène d'ouverture, je sais exactement, je l'ai traduit quelque part dans cette news. Ça commencerait par un écran noir et la phrase l'homme en noir fuyait à travers le désert et le pistolero le suivait. Avec juste un son de vent, et on arriverait sur un désert avec une silhouette au loin. Et on bâtirait tout à partir de là, jusqu'à la fin, machin. Voilà, le moment où il décrit ce qu'il a en tête,
On le sent, ça se sentait, on le sentait là, ce petit sourire en coin tout du long de j'adorerais l'adapter, mais c'est colossal, je sais pas si ça pourra se faire un jour. Ouais. Genre mon œil, tu sais pas si ça pourra se faire un jour. Il avait déjà signé le truc. Alors, regardez ce sourire. Tu souris pas comme ça quand quand t'as pas un truc derrière la tête. Donc il y a eu ça. Non seulement cette première vidéo où il re-insiste, 3 minutes, hein, juste 3 minutes, il re-insiste sur son envie d'adapter La Tour Sombre avec vraiment, moi j'ai vu toutes les interviews où il parle de La Tour Sombre, il y avait une vibe en plus dans celle-là où peut-être que c'est moi qui cherchais à avoir le truc, mais il y avait quelque chose. Et il y a plein d'autres petits trucs qui se sont regroupés typiquement ah oui, c'est ce que je mets. Dans Midnight Club, qui est sa dernière série pour Netflix, parce que Mike Flanagan avait des séries exclusives à Netflix jusque-là, donc il a fait Midnight Mass, Midnight Club, et avant ça, il a fait Haunting of Hill House et Haunting of Bly Manor, qui sont vraiment des très bonnes séries, il faut aller les voir. Hein. En plus, elles sont pas toutes dans le même mood, donc c'est cool, il y a vraiment des choses différentes. Avec quand même un... Moi, ma préf, c'est Midnight Mass. Hein. Si il nous fait une Dark Tower avec un mood Midnight Mass, je pense que je pleure de bonheur pendant des semaines. Bref, il est très bien placé pour adapter La Tour Sombre, on va y revenir. Je disais, en fait, je sais même plus pourquoi je disais ça. Si, donc dans sa dernière série, Midnight Club, il y a des refs à King partout, comme il y en a toujours eu dans tout ce qu'il a fait. Il a déjà adapté du King. C'est lui qui a fait Dr. Sleep et qui a fait Jesse. Jesse qui l'a fait pour Netflix, rappelons-le. Et en fait, voilà, sur Reddit, tout le monde s'est amusé à récupérer un peu les références, genre là, les références à La Tour Sombre dans la dernière série. Et là, des haut-parleurs qui s'appellent Roland, quand on connaît l'histoire de cet épisode-là, on se dit... c'est pas tout à fait un hasard. C'est ajouté à ça le fait que j'avais vu sur un article d'Entertainment Weekly l'acteur principal, un des acteurs principaux en réalité de Midnight Club, fait partie du club de lecture de Mike Flanagan et de son épouse, dont j'ai pas le nom. Voilà, j'ai oublié le nom. J'ai manqué de respect à mon féminisme et je n'ai pas mis son nom, mais parce que de toute façon, j'en parle pas d'elle là-dedans. Bref, peu importe, Mike Flanagan a un club de lecture. Et donc cet acteur-là, qui s'appelle Igby Rigney, il a expliqué qu'il est dans le club de lecture et qu'il lit La Tour Sombre et qu'il adore La Tour Sombre et que c'est Mike Flanagan qui lui a mis La Tour Sombre entre les mains et qui fait que de lire La Tour Sombre et qui rush la lecture de La Tour Sombre. Et moi, je me suis dit, mais quelles sont les raisons pour lesquelles Mike Flanagan pourrait mettre entre les mains de ce gamin La Tour Sombre et que lui dise, bah, je me dépêche de tout lire très vite. Si ce n'est que ce jeune homme-là, il est où ? Ce jeune homme qu'on va voir très bientôt, non, ce jeune homme qu'on verra pas, mais que je vais vous trouver. Si ce n'est que... C'était ça. Que quand même, regardez-le, est-ce qu'il n'a pas un potentiel air de Eddie Dean, hein? Est-ce qu'il n'y a pas un petit truc ? Est-ce que là, quand on a vu cette vidéo-là, avec Mike Flanagan qui a un petit sourire en coin, en mode La Tour Sombre, et que il met quand même de plus en plus de refs à La Tour Sombre spécifiquement dans tout ce qu'il fait, et qu'on sait qu'il a tendance à avoir des acteurs et des actrices un peu fétiches qui reprend d'une série à une autre, parce que c'est ce qu'il a fait, hein. Ce mec-là, il était déjà dans Midnight Mass, donc on se dit, mais en fait, s'il lui fait lire La Tour Sombre et qu'il lui fait lire aussi vite, est-ce que c'est pas parce il est vraiment en train de concrétiser l'adaptation de La Tour Sombre et qu'il est en train de le prévoir pour un rôle qui pourrait être celui d'Eddie Dean. Alors là, il vous semble un peu jeune, je crois qu'il a en effet 21 ou 22 ans, mais La Tour Sombre, là, la production n'a pas débuté, donc à mon avis, on n'a rien qui sort avant au moins 2 ans, parce que il faut des financements. Là, on y revient, parce que là, je suis en train de faire l'histoire avant l'annonce, mais il y a personne pour l'instant pour diffuser cette série-là, qui va être colossale, qui va coûter une fortune. Flanagan, il la fera pas à moindre coût parce qu'il veut faire les choses bien, et c'est pour ça que c'est bien que ce soit lui, parce qu'il va vraiment faire les choses bien, normalement, hein, après on sait pas.
Et du coup, en fait, si le tournage commence pas avant au moins 1 an et demi, 2 ans, lui, il aura pris un pot de poil à la barbe et potentiellement, ça ferait un très bon Eddie. Et tout ça couplé, et il y a eu ça, et McFlanagan, il est sur TikTok, et il s'amuse à faire des TikTok avec sa femme, où il se met en scène, où il la saoule H24 avec la tour sombre. Et je me dis, ok, en fait, soit il est en train de faire une obsession, sortie d'on sait pas où, et, et il va falloir qu'il se détende ou qu'il aille voir un psy parce il va plus pouvoir dormir, ou soit il y a vraiment des choses qui sont en train de bouger autour de la tour sombre et il peut pas s'en empêcher. Évidemment qu'il peut pas s'en empêcher, et moi, à sa place, King, il me dit ok, pour réaliser le rêve de ma vie, en fait, comment tu fais pour te tenir et pas avoir un smile à la con comme ça quand t'en parles, quoi. Et donc, en plus, entre-temps, ça date de fin octobre. Et c'est quand exactement? Je vais vous le retrouver parce que... Donc moi déjà, j'ai fait ce truc-là en me disant vas-y Émilie, putaclic quoi. En plus, le titre en mode avec une question, tu fais vraiment... t'es vraiment là pour choper du clic. Et pourtant, j'y croyais, et on a eu quand même... Ah, je suis pas connectée. Bref, je pense qu'il est là. Mais non, mais je l'ai mis là en plus. Le 2 décembre, on a appris que Mike Flanagan et son coproducteur, Trevor Macy, en fait, Flanagan, il fait pas ses séries tout seul, il les fait avec Trevor Macy. Ils avaient un deal d'exclusivité avec Netflix qui s'est terminé. Donc déjà, il n'y aura pas de saison 2 pour Midnight Club. Dans un blog sur Medium, enfin dans un post sur Medium, il a tout expliqué ce qu'il aurait fait pour la saison 2, donc ça répond à toutes les questions que tu n'as pas répondu. Le 2 décembre, on apprend que, en gros, l'exclusivité des séries de Flanagan se transfère de Netflix à Amazon, et ça a titillé pas mal de petites théories et de petites rumeurs, parce que historiquement, Amazon avait les droits d'adaptation de La Tour Sombre, parce qu'ils ont déjà fait un pilote de la série La Tour Sombre qu'ils ont abandonné, parce qu'ils se sont rendus compte que le projet était trop colossal et qu'ils voulaient se lancer dans la fantasy, mais avec la série Le Seigneur des Anneaux, qui est sortie entre-temps. Mike Flanagan travaille sur La Tour Sombre depuis plus d'1 an déjà, donc les prochaines annonces peuvent peut-être arriver très vite. Ouais, à mon avis, enfin oui, il l'a dit là dans son annonce, on va y revenir un peu plus bas. En vrai, dans sa tête, il est très très avancé. Je pense que ce qui va arriver un peu moins vite, c'est peut-être qu'il va pas vouloir le faire avec n'importe qui, et qu'il va vouloir le faire avec beaucoup d'argent, quoi. Et c'est là où... Donc voilà, donc on a eu ça, et on s'est dit... Flanagan, chez Amazon, il veut faire La Tour Sombre. On sait qu'Amazon a déjà fait un peu La Tour Sombre. On sent que potentiellement, il y a peut-être des liens qui se rapprochent, quoi. C'est tombé officiellement cette semaine, via une interview dans Deadline. Et là, en fait, c'est con parce que c'est une interview écrite. Il n'y a pas la vidéo. Moi, je crève d'envie de voir la vidéo de Flanagan qui, pour la première fois, parce qu'en plus, il dit, je crois que tu es la première personne à qui je le dis, annonce qu'il a les droits d'adaptation de La Tour Sombre. Il y avait un autre indice, c'est qu'il y a une fiction audio sur l'univers de La Tour Sombre qui s'est pris un courrier d'avocat qui disait... Il y a un moment déjà... Hein. J'en parlais là ou pas? C'est ça. En fait, il y a un moment déjà... Novembre 2021, il y a une fiction audio qui s'appelle The Dark Tower Audio Drama, qui a pris un courrier d'avocat en disant que le fait que ce truc-là existe, ça mettait en péril les négociations en cours de King pour une adaptation de La Tour Sombre. Donc on s'était dit peut-être une adaptation audio, et en fait non, c'était Flanagan qui était dessus, donc en effet il est sur le deal depuis au moins 1 an. Parce qu'évidemment ça se fait pas en 3 jours, quoi. C'est évident, un truc comme ça. Et là le sujet c'est avec qui? Parce que le deal... lui, son accord d'adapter La Tour Sombre, il ne fait pas partie du deal avec Amazon. Donc il a les droits d'adaptation. L'exclusivité de ces séries, il les doit à Amazon. Mais pour l'instant, Amazon n'a pas dit « OK » pour qu'on mette nos thunes là-dedans. Donc c'est qui tout double, en fait. Soit Amazon se dit je suis pas sûre que Ring of Power ait bien fonctionné. Le souci, c'est qu'ils ont abandonné La Tour Sombre parce qu'ils voulaient faire Rings of Power.
la série dérivée de l'univers du Seigneur des Anneaux et que ça n'a pas bien fonctionné. A priori, elle est très belle, hein, elle est magnifique. Après, moi, je me suis un peu ennuyée devant, mais ils ont mis tout leur argent là-dedans. Donc, il y a ça. Et après, il y a aussi le fait que ça, d'un côté, en même temps, la fantasy, ça fonctionne parce que, par contre, la série détournée de l'univers de Game of Thrones a très très bien fonctionné. Donc, est-ce qu'ils se disent pas, ouais, mais en fait, on peut essayer de faire une autre série, vraiment investir dans la fantasy parce que là, les gens qui sont là, ils aiment la fantasy, ils regardent ça et peut-être que ça pourrait fonctionner, je sais pas. Je sais pas. Ce que je sais pas, c'est si Amazon dit non, non, nous, on se lance pas là-dedans, bah, du coup, en fait, personne d'autre va le faire le temps que Flanagan ait une exclusivité, parce que lui, ce qu'il prévoit, c'est une série en 5 saisons et 2 films. Et les 2 films, ils sont censés être là pour clore la série. Donc il faut, s'il est une exclue avec Amazon, et qu'Amazon dit on veut pas de cette série-là, il va garder les droits d'adaptation pendant 3-4 ans. Je sais pas, c'est un deal pluriannuel, j'ai pas les détails, je crois que c'est 4 ans. Donc à voir en tout cas. C'est réel, on verra si à Amazon, moi j'aimerais bien en fait, Amazon ils font des très bons trucs, il faudrait qu'ils se mouillent un petit peu et on verra. Après c'est sûr que la licence La Tour Sombre, elle est vachement entachée par le film qui existe, alors que la licence Le Seigneur des Anneaux, elle est déjà beaucoup plus lucrative que La Tour Sombre. Donc, et que Le Seigneur des Anneaux, Rings of Power, ils ont prévu déjà une saison 2. Donc il y a déjà de l'argent qui est investi là-dedans. On sait pas, on verra. Par contre, on va avancer. Mais non, ça fait 1 heure que je parle. À un moment donné, il faudrait qu'on ait le temps de jouer. Au pire, on joue pas, hein, c'est pas très grave. Moi, je suis très bien. Dans la suite des infos, j'ai fini sur les adaptations, sur les infos un peu diverses. Le podcast Le Roi Steven a sorti 2 épisodes, parce que oui, je fais le récap des 2 derniers mois. En octobre, on a eu un épisode sur le roman Charlie. Et en novembre, et là on revient à La Tour Sombre, on a eu un épisode sur La Clé des Vents, qui est le tome 8 de La Tour Sombre, qui se cale un peu entre le tome 4 et le tome 5. Voilà, donc on a fini, avec le Roi Steven, on a fini notre tour, notre quête de La Tour Sombre. Sur la suite des infos un peu diverses, toujours côté podcast, il y a eu 2 épisodes de radio assez cool qui ont été diffusés en octobre. Un dans l'émission Quartier Livre et l'autre dans l'émission Quartier Livre, c'est Radio Suisse, et l'autre dans l'émission Radio Campus, qui est une émission sur les films, les musiques de films. Moi, si je les ai captés, très honnêtement, c'est parce que les 2 m'ont proposé d'y participer. Au-delà de ça, c'est 2 très bonnes émissions. Les personnes qui suivent King depuis très longtemps n'y apprendront rien, mais elles sont très intéressantes. J'ai mis c'est des replays directement sur le site dans une news du 28 octobre. Si vous voulez écouter ça, c'est assez sympa. C'est toujours cool d'avoir des radios qui pensent à faire parler les fans aussi, parce que moi je ne suis qu'une fan parmi les autres. En parlant musique de film, la BO du film Dr. Sleep de Mike Flanagan, hein, on revient toujours à Mike Flanagan ou à La Tour Sombre d'une façon ou d'une autre, est disponible chez Waxwork Records qui fait qui est une boîte de vinyle, je vais y arriver, qui est spécialisée dans les musiques de films. Ils font toujours des choses très très belles avec souvent des sons un peu inédits. Donc c'est sorti, hein. Oui, c'est sorti depuis octobre. Donc vous pouvez aller voir sur leur site, mais j'ai pas un grand souvenir de la musique de Dr. Sleep, qui est assez inspirée de la musique de Shining, honnêtement. Donc voilà, c'est beau, c'est très très beau. Si vous aimez la musique de film et que vous êtes collectionneur ou collectionneuse de vinyle, ça fait partie des choses qu'il faut avoir. Sur le reste de l'actualité diverse, le documentaire Pennywise, The Story of It, je vous en parle à ce moment-là parce que ce documentaire colossal, hein, plus de 2 heures d'images inédites du tournage du téléfilm Ça de 1990, est sorti en VHS. Il se peut que là, il n'y en ait plus, mais c'était la 2e fois qu'ils en pressaient. Parce que je crois qu'on dit... Non, on dit pas pressé, on dit pressé pour laisser des brefs. C'était la 2e fois qu'ils faisaient des VHS, des versions VHS de ce docu. Ce qui est rigolo, hein, ça fait un objet à collectionner parce que ça date des années 90. Ils l'ont fait juste pour ça, mais c'est assez cool. Donc, en plus, c'était pas très cher, je crois. J'ai pas mis les prix là, mais le lien est là, vous pourrez aller voir.
J'avance, hein, j'avance, parce que c'est les infos les moins importantes. Enfin, importantes, on s'entend. Mais on a encore des goodies. Eh, attends, parce que la news d'après celle-là, c'est les figurines. Et figure-toi, grand poil, et bonjour grand poil, que des figurines dont j'ai décidé de ne plus parler, parce que ça me saoule et que je perds trop de temps à faire des news sur la énième version de la énième pop qui, celle-là, elle a juste un bras qui est levé, alors que celle d'avant, elle avait juste un bras qui était par terre. Non, les mecs, j'avais pas le time pour ça. Bref, j'ai quand même, dans un article là cette semaine, j'ai rassemblé des sorties de livres en anglais sur King, mais parce que je l'ai trouvé intéressant. Il y en a deux que je peux vous montrer, parce que celui-là, non, celui-là, celui de droite, on se rend pas compte en fait de la taille du machin. Bougez pas, je vous le prends. J'ai cru que j'allais faire tout tomber tellement il cale tout dans ma bibliothèque. Alors, le premier, je vous montre le petit. C'est Fun is Fun. Est-ce qu'on le voit bien sur le retour? Bon, ça brille un petit peu. C'est Fun is Fun and Done is Done. C'est tout en anglais. Qui, en fait, c'est marqué les connexions, les easter eggs. Ça répertorie toutes les connexions de l'univers de King. L'avantage, vu que c'est auto-édité, c'est que c'est mis à jour avec les dernières. Et il fait pas comme moi, donc Michael Rock, il fait pas comme j'ai fait dans mon dossier multivers. Il fait... moi, je le fais par histoire. Et lui, par exemple, voilà... là, c'est par personnage. Donc, Paul Sheldon, on le voit là. George Stark, on voit là. C'est les personnages. Au début, il y a les lieux. Genre Flint City, French Landing, Gate Center. Il y a un moment donné, il y a aussi les entreprises, genre The Box, Acadia Mental Health Hospital. Voilà, ce genre de choses. Donc, c'est assez cool. Ça prend les choses à l'inverse. Et moi, ça me sert... un peu à fournir aussi sur le site le dossier multivers. Après, c'est quand même... il y a pas mal de choses, hein. C'est 319 pages, écrit de façon assez modeste. Voilà, ça ressemble à ça. Faut que je mette trop près, sinon on voit rien. Et l'autre, qui est le bouquin qui m'a permis de faire le calendrier de l'Avent Halloween sur la Gazette du Maine, et que quand je l'ai commandé, moi j'avais celui-là en premier, le Fun is Fun and Done is Done, qui reste un petit format, et du coup quand j'ai commandé le Bumpty Bumpty Bump, je m'attendais pas à recevoir une putain d'encyclopédie. Je vous présente le bouquin qui est quand même énorme. Je sais pas si on voit d'ici. Voilà, hein, en fait il suffit de comparer. C'est un format A4, c'est une ramette de papier, parce que versus celui-là, c'est quand même pas la même chose. Voilà, si je les mets l'un sur l'autre, on est comme ça. Donc là, on a une ramette de papier, parce qu'aussi en termes d'épaisseur, on a l'épaisseur d'une ramette de papier, parce que ça fait 1000 pages. Donc il y a... c'est gros, quoi, c'est assez gros. Et par contre, donc il y a... ouais, 700 pages. Donc on est à 350 feuilles de papier, quoi. Celui-là, autant vous dire, vous l'avez pas dans votre sac, ou alors si vous voulez vous défendre la nuit quand vous rentrez chez vous. Mais par contre, celui-là, il est bien. C'est vraiment... c'est pour ça que j'aime ce mec-là, parce que c'est vraiment un maxi nerd. Et c'est vraiment beaucoup embêté. En fait, dans ce bouquin-là, il prend... Écoutez, je vais vous faire l'exercice en direct. On est le 11 décembre. J'ouvre le livre. Je vais à la date du 11 décembre. Je vais faire attention parce qu'évidemment, en fait, il y a des spoilers parce qu'il prend date par date. Je fais de la place. Tout ce qui s'est passé dans l'univers de King. Le 11 décembre, il y a un truc qui s'est passé dans 2263, mais si je vous le dis, je vous spoil le 2263, c'est pas l'idée. Il y a des choses un peu sur... voilà, le 11 décembre 83, Cimetière était premier sur la New York Times Fiction Bestseller List. Voilà, mais c'est surtout des événements de son œuvre, c'est-à-dire que 11 décembre 2010, il y a un truc qui se passe avec Bob Anderson, qui est un personnage de A Good Marriage, qui est Bon Ménage, en français la nouvelle Bon Ménage. On sait que le 11 décembre 2011, il se passe encore un autre truc dans 2263 que je peux pas vous dire, ce que je vais vous spoiler. Voilà, en gros, date par date,
Et même pour les mois, pour ceux qui n'ont pas de date précise, à la fin, il y a tous les événements de décembre qui n'ont pas de date précise. On sait ce qui se passe dans l'univers de King. Là, typiquement, sous les yeux, j'ai la date du 10 décembre 90, qui est la date où, dans le fléau, certains personnages, à la fin, se retrouvent avec un certain chien. Voilà. Alors, je dis certains, là, c'est marqué, mais je ne vais pas vous spoiler lesquels, évidemment. Si vous êtes en train de lire le fléau, ça, c'est trop dommage. C'est un super bouquin qu'il faudrait que je regarde tous les matins, un peu comme une gourmandise, en me disant « Alors ?» Vu que moi j'ai tout lu, au moins je me fais pas spoiler, mais alors il s'est passé quoi dans l'univers de King aujourd'hui en fait? C'est un peu un genre de calendrier qui moi m'a permis de faire du coup mon calendrier de l'Avent, où pour rappel je partais justement d'un événement dans une histoire à la même date, et je recommandais l'histoire. D'ailleurs on en voit, là il y a la Gazette du Maine, en dessous il y a le calendrier de l'Avent, et par exemple celui-là, c'était la Tour Sombre, parce qu'il se passait le 31 octobre dans la Tour Sombre, il se passait quelque chose. Et du coup, j'ai pu partir de là pour en parler. Et enfin, Grand Poil, tu l'attendais celle-là. La dernière news que j'ai pour vous, des figurines. Voilà. On va pas s'étendre, hein, des figurines Creepshow, qui sont très cool. En vrai, les figurines sur Creep... c'est un personnage assez cool, hein, c'est l'hôte de la série Creepshow. Un bel almanach, ouais, c'est un très bel almanach, ouais. Celui-là, tu l'accroches pas à ton bureau parce il peut te faire ébouler un mur porteur, hein. Ça déconne pas. Donc Creep, qui est une figurine assez cool et qu'on commence à avoir un peu à toutes les sauces et qui, à mon avis, est en compétition avec Gripsou sur le nombre de figurines différentes qu'on aura à l'effigie de ce personnage-là. Vraiment, il y a eu une boisson énergisante aussi qui était un peu introuvable, mais à mon avis c'était vraiment une exclue quelque part. Et on a eu une collection Gucci de vêtements inspirés du Shining de Kubrick. Voilà, alors je suis pas sûre que ce soit du prêt-à-porter, je pense que c'est plutôt des tendances mode. En vrai, j'y connais rien, j'aurais dû demander, j'ai vu une amie hier soir qui s'y connaît bien en mode, c'est pas du prêt-à-porter, c'est juste soit des tenues qui pourront être des tenues de gala. Après, ces tenues-là, en général, c'est plus des indicateurs de mode et de tendance qu'autre chose. C'était à noter quand même, voilà, c'est assez rigolo d'avoir du Gucci versus Shining. Moi, j'ai fini sur les actus. Non, j'ai un autre truc. Ah, c'est terrible. Je vais pas pouvoir me connecter à mon compte Twitter là. Il y a eu 3 décès dans l'univers de King ces derniers jours. Je crois que les 3, on les a appris là en l'espace d'une semaine. Le premier, c'est celui de Ned Damron. Je vais quand même aller vous montrer. Ned Damron qui était du coup un illustrateur et qui a notamment illustré le tome 3 de La Tour Sombre, si je dis pas de bêtises. Le tome 3 du cycle de La Tour Sombre. Ça va pas vous spoiler, mais typiquement, voilà, cette illustration-là, que moi j'aime beaucoup. Celle-là. Ça, c'est Ned Damron qui l'a fait. En fait, toutes les illustrations qu'il y a dans le tome 3 de La Tour Sombre, c'est lui, et qui s'appelle Terre Perdue. Et voilà, il est décédé en octobre, je crois, mais on l'a su un peu plus tard. Un autre décès qui est survenu là, ces derniers jours, c'est celui de Brad William Henke, qui est connu pour beaucoup de monde comme étant l'acteur qui a fait Piscatella dans Orange is the New Black. On le reconnaît, et surtout, moi ça m'avait beaucoup surprise, c'était vraiment une des très bonnes surprises de la série The Stand, qui était la série adaptée du Fléau. Il a fait Tom Cullen dans la série Le Fléau, qui est sortie l'an dernier. C'était en 2021, c'était juste après, un an après le Covid, on a une petite série Le Fléau, vraiment très très bon timing, qui était vraiment un Tom Cullen plus vrai que nature, quoi. Qui pour moi faisait très très bien le job. Mais on voit pas, mais Tom Cullen dans Le Fléau, c'est un adulte un peu simplet, pour résumer comme ça. Et en fait, moi j'ai vu Orange is the New Black et je le connaissais pour son rôle de Piscatella dans Orange is the New Black. Et là on se dit, ok, en fait, on a un bon acteur face à nous. Ce qui n'était pas forcément gagné, parce qu'à la base, il n'était pas acteur, il était joueur de football américain, si je dis pas de bêtises, et il s'est blessé, et il s'est reconverti dans l'actoring,
pas si ça se dit. Il s'est reconverti. Et ouais, moi je l'ai vu du coup dans Orange is the New Black et dans The Stand pour 2 rôles très différents. Et 2 rôles dans lesquels il était vraiment excellent, quoi. Merci les pompiers. Je peux pas vous montrer des extraits, je me dis en fait je vais vous spoiler la série sans le vouloir et ça serait dommage. Et enfin, par contre, je vais pouvoir vous faire écouter un autre décès d'un comédien de doublage français qui s'appelait Jacques Siron et qui était notamment la voix, il avait 96 ans et il était notamment la voix de Gripsou dans le téléfilm de 1990. Alors voilà, forcément, il a fait Alfred dans Batman, tout ça, il a fait beaucoup de choses. Mais il a fait aussi Gripsou et on va très vite le reconnaître. Attendez, alors en fait, je vais mettre la musique en pause et je vais augmenter le son pour vous, parce que normalement pour vous, c'est pas assez fort. À quel moment il parle de Gripsou ? Déjà, de toute façon, rien que quand il parle, on le reconnaît. Quand il faut parler. Oui, mais ça, c'est un superbe souvenir, ça. Mais ça m'a effrayé quand j'ai vu le personnage. D'avoir eu des trous. Pas des trous d'être obligé de... Non, je ne peux pas continuer donc comme ça. Jacques Siron est décédé beaucoup préparé, cette semaine à Paris, il me semble. Et que ressentez-vous à l'idée d'avoir... Donc ça, c'était une vidéo de la chaîne Allo Doublage TV. Et cette vidéo a déjà 10 ans, hein, donc c'était un monsieur... c'est trop fort. C'était un monsieur très très vieux. J'ai fini sur l'actu de King. Je sais pas si... je vais faire un point agenda. Si vous avez des questions encore sur l'actu de King, de toute façon, après je pars sur un jeu vidéo en lien avec King, donc on peut continuer à discuter de King, il n'y a pas de souci, hein, mais de toute façon l'agenda ça va être très rapide, mais je ferai une pause technique avant. Ce qui me permettra de faire la coupure, parce que du coup, cette heure et quart de monologue sur King, 1h15, hein, ce que je viens de faire là, normalement, je le fais en 20 minutes dans une gazette. Faut pas me laisser toute seule face à un ordi avec plein d'informations sur King, c'est pas bien. Ça sera disponible en replay ici, forcément, mais aussi juste cette partie-là, actu, disponible en replay sur YouTube. Et du coup, je répète, hein, si vous êtes en train de regarder le replay sur YouTube, n'hésitez pas à venir vous abonner sur Twitch. Comme ça, on pourra en discuter ensemble. Et ça sera cool. Côté agenda, en vrai, on est sur une fin d'année un peu calme, on dira. Le 13 décembre, on a la sortie en Blu-ray Ultra HD de Carrie, de Brian De Palma, mais c'est chez un éditeur qui est un éditeur américain, donc c'est pas une sortie française. Après, c'est toujours lisible en français, en France. Mais du coup, il y a potentiellement pas de piste française, mais peut-être au moins des sous-titres. Souvent, il y a des sous-titres. Et les autres sorties, et je pense qu'on aura refait un live actu d'ici là, parce que l'idée, c'est d'essayer d'en faire un, au moins chaque quinzaine de mois, pour faire le récap de l'actu du mois précédent. Et c'est pour ça que les prochaines fois, ça prendra moins de temps, parce que début janvier, on fera que décembre. J'en parlais tout à l'heure, Salem, en livre audio, chez Audible. Voilà pour l'actu de King. Après, on a des parutions très cool au premier trimestre 2023, parce qu'on a Après qui arrive en poche le 1er février. Necro qui arrive, j'en parlais tout à l'heure, dans la collection Wiz d'Albin Michel le 1er mars. Et enfin, Conte de Fées, la parution de Fairy Tail en français qui arrive aussi chez Albin Michel le 29 mars. Je change d'écran et je pense qu'on va passer sur Alan Wake. J'ai beaucoup hésité à faire le jeu qui ressemble beaucoup à Charlie the Choo-Choo, mais en fait j'avais promis Alan Wake, donc on va partir sur Alan Wake. 1h30, 2h par là, on verra bien. Ça se trouve, ça va me saouler, je vais tenir une demi-heure et puis on se quittera là-dessus. J'en ai aucune idée, je sais pas tout à fait de quel style de jeu il s'agit. Je vais faire une micro-pause technique de 4 minutes. Je vais en profiter pour fermer mes volets, parce que Grand Poil, il me disait hier que c'est peut-être un jeu qu'on veut jouer dans le noir. Alors, je vais pas le jouer dans le noir, mais je vais au moins fermer les volets, comme ça je serai tranquille. Je me prends à boire et je reviens, on fait une toute petite pause.